Je vais vous faire écouter un petit son de Thomas Basic et ce qui va nous amener sur le mercato des Girondins. Alors écoutez, c'était Eric Bédoué en conférence de presse. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a des. Non, c'est quelqu'un qui a des qualités. Ça, c'est indéniable. Au départ, il était un peu tendre. Nous, on le trouvait tendre et c'est normal. Ils arrivent d'un championnat qui peut être différent. Ça peut arriver. On voit quand on arrive d'un pays étranger, on arrive en France, c'est dur. Hein. C'est un championnat très très difficile. Donc, il faut du temps. C'est un jeune joueur, c'est un joueur talentueux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et là, on le voit, on lui dit à chaque entraînement. On voit l'évolution. Vous le voyez aussi. Hein. C'est vraiment. En plus, il a un pied gauche magique. Hein. Il a vraiment un pied gauche très très bon. Hein. Très très bon. Il a cette qualité de voir long tout de suite. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas spécialement souvent dans les équipes. Et il faut prendre du temps. Ricardo l'a dit hier. On en a parlé spécialement devant le groupe, hein, justement de ça, pour lui donner sa confiance et lui dire mais on a confiance en toi, mais ça vient, continue à travailler comme ça et puis un jour tu auras ta chance, il n'y a pas de problème. C'est ce qui s'est passé avec pas mal de joueurs et puis il l'aura. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pas de doute pour lui parce qu'il est pas. Il a eu des doutes parce que il se disait mais attendez, moi j'arrive, je joue dans un club, moi je la joue pas, tout ça c'est normal. Il n'était pas spécialement bien. Mais puis en plus bon, il commence à parler un tout petit peu français, donc c'est difficile. Ça faut reconnaître, c'est difficile. Mais là on s'en occupe encore plus pour essayer de l'aider encore plus. Et il comprend qu'on s'attache à lui, qu'on fait très attention à lui et qu'on attend aussi. On attendait aussi quelque chose de lui, qui nous montre quelque chose. Il fallait le faire. Là, il le montre et c'est très bien. C'est très bien. Voilà, c'était Eric Bédoué en conférence de presse cette semaine, il y a quelques jours. La semaine dernière, en fin de semaine dernière, qui parlait de Basic. Basic qui est arrivé au Girondins pour la somme de 3,5 millions d'euros, qui a signé jusqu'en 2022 et qui est âgé de 22 ans et qui a quasiment pas joué. Si, il est rentré 2 fois quand on était mené 2-0. Voilà. En latéral gauche en plus. Qu'est-ce que ça vous inspire là, ce qu'il dit sur Basic, Élise? Et après. J'ai absolument rien entendu. Ah d'accord. Mais si je me souviens des 2-3 trucs que j'ai lus, je crois qu'il a dit qu'il était intéressant, qu'il pouvait nous apporter, mais qu'il avait besoin de travailler des trucs dangereux. Ça, en gros, qu'il n'est pas prêt, quoi. Et que Ricardo a dit qu'il lui donnerait sa chance. Et qu'il faisait quand même, qu'il était un peu mieux sur les derniers entraînements. Il le précise quand même, peut-être pour ça qu'il en parle un peu plus. Et surtout qu'il avait un pied gauche intéressant, magique, il le dit dans la phrase, et qu'il voit long. Donc notamment par rapport à un jeu peut-être de transition avec nos ailiers, où lui puisse aller chercher assez loin sur nos ailes, que ce soit sur Kamano ou Karamo. Moi je vois un peu comme ça dans ce qu'il nous dit, Eric Bédoué. Après, est-ce qu'on peut dire aussi à Eric Bédoué, est-ce qu'on a mis Thomas Basic dans les meilleures conditions? Quand on l'a fait rentrer, quand on l'a intégré ou non justement pour l'Europa League, déjà au niveau de la confiance. Donc moi ça m'embête un peu parce que le rôle du club et le rôle des dirigeants à ce moment-là et des entraîneurs, pour moi, ils ont une grande part de responsabilité dans le fait qu'on n'ait pas vu Thomas Basic du tout pendant ces 4 premiers mois. Donc à eux de le remonter peut-être un peu moralement et qu'on puisse le voir au moins sur le terrain dans un contexte un peu plus favorable, notamment à Dijon, en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France. Jonathan, je te vois hocher la tête. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment on peut mettre 3,5 millions sur un joueur qui n'est pas prêt. Concrètement, moi, c'est quelque chose qui me... Alors, soit tu le recrutes et tu le prêtes directement, concrètement, voilà, je ne comprends pas aussi, ou au pire des cas, tu le recrutes, tu l'achètes, mais tu le laisses dans son club. Non, il n'a que 19 ans, donc tu peux très bien le laisser un petit peu prendre un peu du... 22. Un peu plus. 22 ans. 22 ans. D'accord, ok. Ouais. Après, on dit qu'il est un peu, soi-disant, un peu faible physiquement. Je pense que si tu mets un grand costaud à côté de lui, un Otavio, un mec qui met du bois à côté, en sachant que lui, sa principale qualité, c'est la technique et c'est son pied, t'as pas besoin d'être non plus un mec, je sais pas, regarde Pirlo, c'était pas le mec physiquement qui était impressionnant, mais il était bien entouré. Donc lui, après, il faisait son jeu et voilà. Donc après, j'ai du mal à comprendre un petit peu tout ce qui a été fait, notamment par rapport à l'Europa League, où si tu le prends pas, explique-lui que je t'ai pas pris parce que pour l'instant t'es pas prêt, il n'y a pas de problème. Tu peux quand même expliquer ça à un gamin qui vient d'arriver dans un club où tu passes un cap normalement. Donc voilà, tout simplement. Il y a une très mauvaise gestion concrètement, effectivement. Mais on voit qu'il y a du potentiel, mais j'ai pas l'impression qu'on a envie pour l'instant de lui donner sa chance ou de l'exploiter à fond.
Il dit pourtant qu'il va l'avoir là bientôt. Et il dit, Eric Bédot dit, Ricardo lui a parlé devant le groupe, devant les autres, et a dit devant les autres, on a confiance en toi et on va te faire jouer. Tu continues comme ça, tu auras ta chance bientôt. Les paroles, c'est bien. À un moment donné, il faut des actes aussi. Faut à un moment donné, tu peux pas faire rentrer le mec en latéral gauche pendant un match où tu perds 2-0 et un autre match où pareil, tu rentres milieu côté, je sais plus quoi, quand tu perds déjà 2-0 aussi. Enfin, moi perso, je suis joueur, je vois ça, je me dis le coach, il compte pas du tout sur moi, il croit pas du tout en moi, clairement. Donne-moi ma chance, mais à mon poste et voilà quoi. Déjà, au moins ça quoi. Élise. Après, comme tu dis Nico, et moi je l'espère, hein, il y a un petit changement dans le management de Ricardo, notamment par rapport à Youssouf, aux jeunes, par rapport aux jeunes ces derniers temps. Espérons que ça continue et qu'on puisse voir ces gamins quelque part sur le terrain. Et ça nous amène au mercato. Est-ce qu'il pourrait partir au prochain mercato? Ça, c'est une question qu'on peut, se poser. Tu le prêtes 6 mois. Ouais, mais il dit qu'il va avoir sa chance bientôt. Donc, on verra en Coupe de France. Peut-être qu'il va le mettre contre le Havre pour voir un petit peu. Et s'il fait pas un bon match, puis Bordeaux dira bon, on va le prêter. Voilà, concrètement, l'idée, ça va être ça. En gros, c'est ta chance, tu l'as, mais par contre, tu n'en auras qu'une, à mon avis. Il y aura un mois de janvier décisif. Il a sûrement raison, Jonathan. Élise, tu veux réagir par rapport à la situation de Basic? Moi, la soi-disant erreur administrative oubli qui a empêché de l'inscrire sur la liste en Europa League, elle passe pas. Pour personne, ça passe pas. Je trouve ça absolument scandaleux et indigne d'un club professionnel. Surtout, on te sort ça, on l'a oublié. Putain, t'as lâché 3,5 millions sur un mec et t'oublies. Par contre, les jeunes que t'as vu... Non, ça, tu vois, putain, ça passe pas. Alors, est-ce que c'est Martin? Qui est-ce qui a merdé? Qui était au pouvoir à ce moment-là? Je n'en sais rien, mais je trouve ça dégueulasse. Parce que comme il disait, pour la confiance du gamin, quand il débarque dans un club, dans un pays, ça m'a tué. Quand Jonathan... En plus, le peu où il est venu... il n'a pas été dégueulasse, le peu où tu l'as vu. Il est rentré avec de l'envie, il avait l'air de se bouger. Alors après, peut-être que le moment arrive où Ricardo se dit qu'il est temps de bouger son sacro-saint milieu. Parce que c'est vrai que... On l'a souvent critiqué dans les talks. Le milieu avec le Ragueur, on n'en pouvait plus. Même sans carré. On sait toujours à peu près qu'on va se taper un milieu Otavio sans carré les Ragueurs. Et ça, on le sait à 2-3 exceptions près, sauf quand il va faire tourner, tu sais que ton milieu de base, c'est devenu ça. Et moi, j'en suis arrivée à un moment à me demander à quel poste il jouait, Basic. Il est milieu, mais c'est quoi? C'est une sentinelle, il a un peu de technique, il peut orienter le jeu. C'est quoi son poste? C'est quoi ses qualités? Pourquoi il est là? Qui l'a voulu? Parce qu'il me semble que Basic, c'était le seul vrai souhait de Poyet. Ouais, mais a priori, ça serait pas le cas. C'était un autre Croate qui avait fait la Coupe du Monde justement. Qui est parti à Cagliari sur lui. Déjà, en plus, tout à fait. Mais alors, c'est quoi son poste à Basic? C'est un milieu relayeur. Voilà. C'est un relayeur. Moi, j'aimerais bien, par exemple, peut-être qu'il va amener de la concurrence au milieu de terrain, surtout que maintenant que Youssouf est blessé, Valentin Vada, bon... C'est terminé. Justement, parlons du mercato. J'ai des doutes, donc peut-être qu'il peut tourner dans la concurrence au milieu de terrain et que ça va peut-être pousser les autres à se bouger le cul si jamais il est bon. Allez, parlons mercato et les interventions, et après il faut qu'on enchaîne sur l'Europa League. Mercato, donc on a vu une sortie, on va parler surtout d'Hugo Varela. Il y a eu une présentation dans 20 minutes, un entretien qu'il a accordé, et on apprend vraiment que c'est lui le conseiller sportif de Joe Dagrossa, et c'est lui qui est vraiment là pour réorganiser tout le sportif, Hugo Varela, et il explique son rôle au niveau du mercato, justement, et il explique que c'est lui qui rencontre les agents avec Ulrich Ramé, et c'est lui qui les reçoit. Alors déjà, sur Hugo Varela et son rôle, moi je pense l'interview était très intéressante. On voit que c'est un gars qui a quand même roulé sa bosse en tant qu'agent de joueur déjà. Juste les mecs, on nous signale des problèmes de son. Alors, je ne sais pas si vous êtes à 2 mètres de votre micro, mais il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent rien quand vous parlez. Ah, d'accord. Bon, on va monter le son alors. Ok. Bon. Voilà. Oui. Oui, donc Hugo Varela, qui a roulé sa bosse donc un peu dans le milieu, comme je le disais. Ancien agent de joueur, il a quand même fait pas mal de choses dans le milieu du foot. Et on voit qu'il est assez intéressant de constater qu'il veut bien regarder ce qui se fait dans le club, rencontrer toutes les personnes, avant de procéder à des actions concrètes, je pense, notamment la venue d'un responsable au niveau sportif, un directeur sportif.
Et ensuite, même dans la conception de l'effectif, j'ai aimé les paroles, notamment par rapport à Koundé, qui est associé à Pablo pour justement l'aider à franchir des caps, à évoluer et ne pas faire un modèle à la Monaco où on va vendre tout le monde une année, repartir sur un effectif totalement nouveau. Donc c'est assez intéressant dans la conception. Il veut avoir un modèle vraiment de Bordeaux, pas s'inspirer des autres, mais essayer de faire un modèle un peu hybride qui serait un peu novateur pour nous. Donc j'ai trouvé son discours assez bon, à voir un peu comment ça se mettra en place ensuite pour le club. C'est nouveau qu'on ait un conseiller sportif comme ça. Hein. Oui. C'est la première fois. Mais il fallait concrètement, il fallait. Après, il y a un truc qui m'a un petit peu interloqué, c'est quand il a parlé justement par rapport justement aux structures, au staff, etc. Il a dit qu'il n'y aurait pas forcément des licenciements, il faut juste rapporter, il faut juste amener certaines pièces, etc. Je pense que ça fait un moment qu'on parle justement un petit peu des installations et du mode de fonctionnement des Girondins où beaucoup de coachs s'étaient plaints. Donc je pense effectivement, alors les licenciements c'est toujours triste, mais je pense qu'à un moment donné il va falloir faire quelque chose à ce niveau-là. Et je me dis pour l'instant c'est un discours on va dire de façade entre guillemets. Il n'y a pas de décisions qui sont prises, mais je pense qu'à un moment donné il y aura forcément des choses qui vont déplaire dans le fonctionnement des Girondins, surtout les Américains qui sont assez pragmatiques et qui ont un modèle économique assez important et qui veulent que tout soit bien structuré. Je pense qu'il y aura certains dégâts entre guillemets au niveau des installations, au niveau du haillant et de l'organisation un petit peu des Girondins de Bordeaux, clairement. Et on est obligé de passer par là de toute façon. Ça fait des années où on parle du recrutement qui est un petit peu chaotique. Par rapport effectivement où Sagnol se plaignait également de l'équipe qui s'occupait de la vidéo ou qui disait 35 heures, on arrête là, machin, tout ça. Voilà, il y a pas mal de choses, je pense, à revoir et concrètement, je pense qu'il y aura pas mal de nouveautés au haillant par rapport à ça. Élise, ça t'inspire quoi, cette arrivée d'un conseiller sportif? Que quelqu'un débarque au haillant avec un œil neuf, c'est pas nouveau. Le changement qui s'opère aujourd'hui, c'est que ce quelqu'un, on va lui donner du pouvoir. Et elle est là toute la différence. Parce que des mecs qui ont voulu révolutionner le haillant, qui ont voulu changer des choses, parce qu'on oublie souvent que les premiers mois de Sagnol, quand tout le monde se défonçait, ça fonctionnait. Des mecs qui ont voulu changer, qui ont voulu bouger, j'ai pas envie de l'appeler le dinosaure, mais changer ce qui se passe au haillant, c'est très compliqué. Changer les mentalités de gens qui sont là depuis longtemps, qui sont d'une certaine génération, qui ont certaines habitudes. Et croyez-moi, quand je vous dis que changer les habitudes de gens qui sont là depuis longtemps, j'essaye de le faire tous les jours, c'est pas facile du tout. Donc là, la différence, c'est que ce mec-là, on va lui donner les moyens de le faire. Il a le pouvoir de le faire. Bah, c'est le boss. Il est là pour il ça. n'a pas le même poste que Sagnol, Élise. Non, mais c'est différent quand même. Oui, non, mais ils sont tous venus, certains, en voulant faire bouger, en ayant un œil neuf. Ouais, mais il sera plus haut. Oui, mais là, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, un conseiller, il y en a. C'est la première fois qu'il y en a un. Ah oui. Et donc lui, on veut changer les choses, mais on se donne les moyens de le faire parce que c'est une personne avec un statut, avec un pouvoir qui, lui, il va pouvoir le faire. C'est ça qui change. Et un réseau, ça peut être intéressant. Un réseau, ouais, aussi. Ils n'ont pas pu. C'est tout ce que je dis. Donc là, effectivement, un entraîneur, bien sûr qu'il ne peut pas tout changer parce que si au-dessus de lui, il a un président ou qui que ce soit qui dit non, on ne bouge pas, il ne peut pas. Là, c'est le cran au-dessus. Donc, il veut et il peut. Donc, c'est ça qui change. Ok. Bien sûr que le haillant doit se professionnaliser. Bien sûr qu'il y a des choses qui doivent changer. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé Breaking Foot à une époque, mais il y avait Pierrot Labatte qui t'annonce que Kylian Mbappé, dans les 14 ans, tu l'avais. Ah oui. Et tu l'as laissé partir. Mais il a fait 3 ans à un Cap Girondin. Donc, voilà. Ils l'ont vu. Donc ça, c'est le genre de choses, bien sûr, que tu ne peux pas savoir à cette époque-là ce qui va devenir, même si, à mon avis, quand tu t'y connais en foot, tu dois le savoir. Mais ce genre de choses, ça ne doit plus arriver. Directeur sportif, on apprend dans cette interview qu'un directeur sportif va arriver. Eduardo Macia est la cible, il le dit clairement, Hugo Varela, il le dit. Il dit par contre, on négocie, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Voilà. Oui, c'est assez cash, c'est assez honnête. Il dit, on n'est pas pressé, de toute façon. Il est assez honnête dans l'interview, je trouve, même si Jonathan a raison, il faudra faire attention. Il mène un audit, pour moi, un peu, quelque part, il regarde un peu avant de passer à l'action. Donc c'est vrai qu'il y aura sûrement des choses qui vont être modifiées. Allez, les rues.
Oui. mais j'aime bien aussi, tu sais, cette transition avant que Longue Épée arrive. C'est-à-dire que tu as une petite phase, d'autant plus avec le mercato, où le mec peut se poser, Oui. observer, regarder. Tu n'as pas de décision, surtout que l'équipe fonctionne mieux. Tu n'as aucune décision urgente à prendre. Donc il peut prendre le temps de faire une sorte d'analyse, de parler à tout le monde, de faire le tour du haillant, d'observer parce qu'on n'est pas dans la crise. Est-ce qu'ils apportent pas un peu de sérénité là d'un coup? Après, ce qui est bien aussi, c'est que on voit déjà les choix, ils sont clairs, en fait, entre guillemets, par rapport aux choix des personnes. On sait très bien que, je veux dire, au niveau des présidents, il n'y a pas eu 10 000 choix et ça a été très vite fait. Au niveau du directeur sportif, c'est pareil. Il y a un choix qui est ciblé et voilà, et on n'entend pas 10 000 noms, on veut une personne et voilà. Donc, au moins, ils savent avec qui ils veulent travailler. Je pense qu'ils ont une idée claire, effectivement, de leur projet. Pour l'instant, nous, Et c'est un peu flou, ce qui est normal, mais eux, en tout cas, dans leur tête, ils ont quelque chose de, je pense, de concret dans leur tête. Ce qui a l'air clair surtout, c'est que chacun a un poste, des compétences, des responsabilités. Chacun va savoir ce qu'il fait, quelles sont ses limites et quel est son boulot. Et ça, c'est important. Tu n'auras pas un mec qui va faire un peu tout. Tu n'auras pas un Ulrich Ramé qui va s'occuper des féminines, qui va regarder en même temps ce qui se passe à la formation, tout en essayant de gérer le mercato et assister aux conférences de presse. Tu vois, tu as un mec, un cadre, des compétences, et voilà mon champ d'activité. Voilà ce que je peux apporter. Je ne sors pas de mon champ de compétences, mais j'échange avec les autres parce qu'on doit former une équipe. Mettre des mecs précis à des postes clairs en ayant des objectifs, bah c'est ça la professionnalisation, les enfants. GDB47 qui nous dit « En tout cas, depuis l'arrivée d'Hugo, on a pu constater contre le PSG ou la SSE que la VAR est là. » Très bon. Oh, elle est jolie. Elle est pas mal, bravo GDB. Et il y a Isaac. Au passage, juste, il y a 2-0 pour Paris On s'en fout. Neymar vient d'humilier toute la défense, c'est scandaleux. On s'en fout. Nous, on a fait match nul. Et il y a Isa33 qui nous dit merci pour le live et merci à Clamp, à toi, Élise, c'est ton pseudo sur Twitter. Pas vu le match, mais je me souviendrai du tweet annonçant le but de Pablo contre Saint-Etienne, délivrance totale. Donc elle te remercie de ton live tweet. C'est un plaisir et encore j'ai fait petit joueur par rapport au compte officiel qui a encore plus pété les plombs que moi. Allez, rapidement, puisqu'on doit faire avant 22h l'avant-match de Copenhague. Mercato, 2 rumeurs au poste de latéral droit. Kenny Lala, Strasbourg, Valentin Rosier, Dijon, cotés tous les deux à 8 millions d'euros. Votre avis rapidement? Putain. Des pistes qu'on suit depuis pas mal de temps. Oui. Donc c'est pas une nouveauté, on va dire. On est un peu bon, mais pourquoi pas, parce qu'on aura Palencia qui va finir en prêt, donc on ne sait pas si on aura Palencia à acheter. Et puis on sait que Sabali voulait déjà partir un peu l'été dernier, donc c'est possible que Sabali finisse aussi son cycle au Girondin. Donc très bien ces pistes-là pour moi. Maintenant, penchons-nous aussi sur l'arrière gauche où on est en difficulté clairement, comme Punje n'est pas là, enfin ou n'est pas au niveau. Et aussi sur le poste de milieu créatif, ça serait intéressant. Jonathan, rapidement. C'est pas la priorité, clairement. On a déjà 3 joueurs à ce poste-là. On a Sabali, Palencia et c'est tout. Gadjic. Gadjic, c'est vrai. C'est quand même 8 millions d'euros, t'as dit, c'est ça? C'est les cotes, oui. Ouais, ça me paraît. Et puis c'est pas la priorité. Ça m'étonnerait qu'on mette 8 millions d'euros sur un latéral droit. Ils sont jeunes. On a déjà 3 joueurs. Mis sur Palencia, concrètement, mets tout sur Palencia. T'as le joueur, tu sais ce qu'il vaut. Donc clairement, je pense pas que Barcelone ait envie de le garder en plus. Donc tu peux, voilà. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin pour moi. Élise, rapidement, sur ces rumeurs. C'est pas la priorité, c'est trop cher. Et apparemment, Palencia sait qu'il aura pratiquement jamais sa chance à Barcelone. Si tu arrives à négocier après une bonne saison, parce qu'on a quand même essayé de coller une clause, une option d'achat, mais le Barça en demandait trop. S'il fait une bonne saison, tu auras peut-être l'opportunité, tu te diras que ça vaudra peut-être le coup. Un mec qui a passé 1 an chez toi, qui a envie de rester, un arrière droit, c'est pas la priorité, putain, achète à gauche. Et puis à 8 millions, non. Non. Oui, mais ce sont des pistes. Hein. C'est des pistes. Voilà, gardons à l'esprit aussi que si Sabali part du jour au lendemain, comme ça peut être le cas l'été dernier, eh bien c'est super d'avoir tu peux financer Lala qui est un super joueur à Strasbourg qui fait de très bonnes années en Ligue 1 ou Rosier qui est je suis contre l'idée. Moi, je préférais le Strasbourgeois perso. Moi aussi. Oui. Je préfère Lala. Plus d'expérience. Il a confirmé déjà beaucoup, lui. Sauf que tu peux sonder, tu peux avoir des pistes, mais c'est tôt parce que je pense pas que Sabali va claquer la porte là cet hiver. Il faut savoir aussi ce que tu veux faire de Milan Gajic. Non, mais pas pour maintenant, on est d'accord. Mais c'est plus t'as pour 3 plus tard. arrière droits, donc c'est un peu tôt. Si
Si on était au mois d'avril, au mois de mai, je dis pas non. Mais là c'est trop tôt pour ce genre de possibilités, sachant que tu es en difficulté à gauche. Ah oui, pas pour le mercato d'hiver. Juste les situations contractuelles des deux joueurs et après on enchaîne. Kenny Lallard, fin de contrat 2019. Une année en option, si Strasbourg se maintient. Il est quand même coté à 8 millions. Bon, il est plus performant que l'autre. Ouais, mais un an de contrat qu'il aura en option, je pense que ça pourra valoir peut-être un peu moins cher. Valentin Rosier, je crois que c'est 2022 et 8 millions d'euros. Voilà, par contre, il est un peu moins performant. Il a l'air d'avoir un peu moins d'expérience que le Strasbourgeois. Ouais, allez, ouais.